ce que Vladimir Poutine a dans la tête. Le monde entier se demande ce que Poutine a dans la tête. La plupart du temps, il arbore un visage fermé, presque mortifère. Il tente d'être neutre, sans expression. Un dirigeant froid, austère, impassible. En surface, Poutine donne l'impression de jouer au poker menteur. Il déploie une rhétorique faite de contre-vérités. Il flatte son peuple en ressuscitant des lambeaux du passé, réactivant dans l'inconscient collectif de vieux fantômes pour mieux rallier les siens. Alors on attend. On espère que son système s'épuisera de lui-même, que son peuple finira par se réveiller, qu'un jour il comprendra la manipulation dont il est victime. Mais il n'en est rien. En profondeur, Poutine ne joue pas au poker. Il joue à un sport bien plus enraciné dans la culture russe. Il joue aux échecs. Il avance ses pions discrètement, prépare ses coups avec méthode, développe patiemment sa stratégie de conquête, de domination, de règne absolu. Jusqu'à l'instant fatal où il pourra dire « échec au roi ». Aujourd'hui, alors que son plan se déroule comme prévu, que l'objectif se rapproche, Poutine commence à sourire. Il commence à parler à son peuple, à lui offrir des instants d'ironie. Il se rit désormais à voix haute de l'insignifiance des dirigeants occidentaux, qu'il perçoit comme de simples enfants jouant dans une cour de récréation. Il se rit de cette innocence-là. Aujourd'hui, Poutine n'a plus qu'une seule chose à faire. Saturer quotidiennement l'espace ukrainien de drones et de missiles, visant délibérément la population civile, afin de pousser celle-ci à descendre dans la rue, pour réclamer à ses dirigeants l'acceptation d'une capitulation sans condition et l'abandon des territoires conquis. Ce que la Russie vise, l'invincibilité. Pourquoi Poutine a-t-il personnellement confié la prise des mines de sel de Soledar à son ami Prigojine et aux milices armées de Wagner qui ont recruté leur chair à canon dans les prisons russes? Pourquoi ne pas avoir confié cette opération à l'armée régulière? La réponse est simple, parce que le but réel de cette guerre est inavouable. Comme en Centrafrique pour l'or et les diamants, lorsqu'un objectif ne peut être officiellement assumé, on l'attribue à des mercenaires, que l'on pourra sacrifier une fois la mission terminée. La prise des mines de Soledar n'était pas anodine. Elle constituait un objectif stratégique majeur, impossible à justifier par la simple rhétorique anti-nazie servie au peuple russe. On peut faire croire à une armée entière qu'elle combat le nazisme dans des villes et des champs, mais pas qu'elle conquiert des galeries souterraines pour préparer une guerre future. La Russie ne pouvait revendiquer cette prise comme une libération de russophones. Ce genre de récit ne tient plus. La vérité, c'est que ces mines permettent d'installer des infrastructures militaires souterraines, indétectables et invulnérables. Un avantage stratégique colossal pour la Russie. Ce n'est pas un hasard si la Crimée a été annexée, puis connectée par un pont routier, puis ferroviaire à la Russie continentale. Officiellement, il s'agissait de reconstruire, d'unifier. En réalité, il s'agissait de verrouiller l'accès à la mer d'Azov et de privatiser un espace maritime stratégique. Dans un monde où tout est observable, satellites, radars, ondes, Poutine a compris une chose essentielle. La guerre de demain se jouera moins sur la puissance des armes que sur l'invisibilité des infrastructures. Et dans cette optique, les mines de Soledar et la mer d'Azov constituent deux piliers d'un projet militaire futuriste. Les installations qui y seront construites ne seront pas visibles. Rien ne sera détectable. Quelques camions y entreront discrètement, mais ce qu'ils transporteront échappera à toute surveillance. Sous la mer d'Azov, dont la profondeur moyenne ne dépasse pas 14 mètres, des installations seront dissimulées, protégées de toute frappe aérienne, de toute détection. Un laboratoire sous-marin, hors d'atteinte. Une zone de développement militaire inviolable. Si nous laissons la Russie installer ses équipements, le monde perdra plus qu'une guerre, il perdra l'équilibre stratégique global. Mariupol deviendra un complexe militaro-industriel maquillé en reconstruction urbaine. Le bassin sidérurgique et les ressources minières de la région alimenteront discrètement cette nouvelle industrie militaire. Et la centrale nucléaire de Zaporijia, devenue intouchable sous prétexte qu'elle est civile, fournira l'énergie. Il sera alors trop tard. Le monde cherchera, détectera, analysera, en vain. Rien ne sera visible en surface, rien ne sera détectable, et la Russie disposera d'une capacité militaire secrète que nul ne pourra stopper.
Le monde entier doit comprendre cela. Ce que cherche la Russie, ce ne sont pas des villages ni des terres agricoles, mais une position géostratégique, des galeries souterraines, une mer intérieure contrôlée, des points d'appui pour la guerre à venir. Le bombardement méthodique des populations n'a qu'un objectif: briser la volonté ukrainienne, provoquer la reddition par l'épuisement et récupérer ses territoires à moindre frais. La Russie a déjà obtenu l'essentiel, les points d'ancrage d'un futur programme militaire hégémonique. Elle attend simplement la fin du conflit pour mettre ce programme en œuvre. Si le monde ne réagit pas maintenant, il offrira à la Russie les outils d'une invincibilité stratégique totale. Ce n'est pas une question de conquête, ce n'est pas une question de front, c'est une question d'infrastructure. La Russie sait que les missiles sur gros camions, c'est pour les défiler. Elle sait que les installations visibles sont sous surveillance constante. Elle sait que tout ce qui est déclaré à l'AIEA est surveillé. Mais ce qu'elle vise, c'est ce que personne ne voit. N'oubliez pas le discours russe au début de la guerre. Des sous-marins nucléaires géants capables de provoquer des rases de marée pour effacer l'Angleterre. Ces fantasmes reflètent leur vision stratégique réelle. Leur arme, ce sera l'invisibilité. Et les galeries de Soledar, déjà existantes, sont prêtes à l'usage. Poutine a mis la main sur un territoire disposant de toutes les ressources, matières premières, énergie, profondeur stratégique, galeries souterraines et une mer intérieure fermée. Il pourra y développer ses armes secrètes, à l'abri de tous les regards. Le monde regarde ailleurs, il sourit, il tergiverse, mais il ne voit pas. J'en appelle à ceux que nous avons élus pour quelques mois ou quelques années à sortir de leur myopie de mandat et à prendre conscience que d'autres, les autocrates, pensent à 30 ou 40 ans. Leur vision est cohérente, leur projet avance, et nous regardons ailleurs. Il est temps d'ouvrir les yeux, d'oser poser les vraies questions, de sortir de ce théâtre politique creux et sans courage, de comprendre le monde réel, celui qui se joue sous nos pieds, dans l'ombre. Ne dites pas « je ne savais pas ». Regardez Gaza, regardez l'Iran. Et maintenant, regardez Soledar, regardez la mer d'Azov, regardez les territoires ciblés, mines, ports, acier, énergie. Tout est là. La Russie est prête à tout perdre pour tout gagner. Et ce qu'elle est prête à perdre devrait suffire à nous faire comprendre ce qu'elle espère obtenir. Elle investit aujourd'hui dans son invincibilité de demain. Le laisser-faire d'aujourd'hui, c'est la soumission de demain. Alors oui, demain, les États-Unis pourront toujours larguer des bombes sur la mer d'Azov, mais ils ne sauront pas où frapper. Même une arme nucléaire n'y changera rien. Un grand plouf. L'eau absorbera tout, aucun effet stratégique. Alors que ferez-vous? Chercherez-vous un sous-marin, un tunnel, un poste de commandement? Vous ne verrez rien. L'humanité sera alors à genoux. N'oubliez jamais, pendant la guerre froide, l'Ukraine hébergeait les rampes de missiles nucléaires visant l'Europe. Sa position géographique permettait de tout raser dans un rayon de 2000 km. L'Ukraine était le centre du jeu. Nous avons encore une chance d'agir. Il ne faut plus envoyer à l'Ukraine quelques vieux fusils de réserve. Il faut arrêter ce projet. Maintenant, il ne faut pas permettre à la Russie de conserver les territoires annexés sans les avoir conquis. Cette annexion prouve qu'elle doit verrouiller ses zones pour son programme. Je propose à l'Ukraine de redécouper immédiatement ses territoires, d'en effacer les tracés obsolètes, d'humilier l'annexion russe par l'absurde, en renommant les sous-régions avec des noms comme France, Norvège, Espagne, Italie. Pourquoi pas? Si la Russie continue sa guerre pour des territoires n'existant plus administrativement, elle s'enfoncera dans l'absurde. Elle sera illégitime, ridicule et stratégiquement désarmée. Et ensuite, il faudra frapper. Frapper tous les accès aux mines de Soledar, détruire le pont de Kertch tronçon par tronçon, réouvrir la mer d'Azov au monde, car nul ne devrait pouvoir privatiser une mer intérieure. Quant à la Crimée, si elle ne peut plus être militarisée, alors au moins nous aurons évité le pire. Enfin, il faudra surveiller Mariupol. Sa reconstruction civile pourrait masquer une militarisation silencieuse. Conclusion. Ce qui se joue ici dépasse l'Ukraine. Ce n'est pas une guerre régionale. C'est un basculement stratégique, silencieux, souterrain, méthodique. Ce n'est pas une affaire de frontières, mais d'avenir.
Et cet avenir, si nous continuons à le regarder en face sans le reconnaître, finira par nous anéantir sans bruit. Il ne s'agit plus de demander à l'Ukraine de résister seule, avec des moyens de fortune. Il ne s'agit plus de négocier à la marge des équilibres illusoires. Il s'agit désormais de comprendre que la guerre moderne ne s'annonce plus en fanfare. Elle s'installe dans les sols, elle se creuse dans les profondeurs, elle se construit hors de toute visibilité. Le monde libre, s'il mérite encore ce nom, n'a plus le droit de détourner le regard. Il est encore temps, oui, mais ce temps-là ne repassera pas 2 fois. Chaque mois qui passe, chaque jour qui s'éteint dans l'indifférence, donne un avantage irréversible à ceux qui ont choisi de jouer la guerre comme une partie d'échecs souterraine. On peut toujours reconstruire une ville. On ne reconstruit pas la liberté une fois qu'elle a disparu.